Vidéo sponsorisée par Incogni, j'en parle dans une minute. Avec des guerres qui éclatent un peu partout, il est plus important que jamais de comprendre combien de temps dure en moyenne un conflit et pourquoi les guerres durent aussi longtemps. Je dis cela dans le contexte des spéculations actuelles sur la durée pendant laquelle les États-Unis pourraient rester dans le ciel iranien, en se demandant notamment si les États-Unis disposent même des bombes nécessaires pour maintenir des opérations pendant des semaines ou des mois. Il n'y a pas longtemps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a dépassé 4 ans. C'est un titre intéressant en soi, mais je ne pense pas que la discussion médiatique à ce sujet lui ait donné le contexte historique approprié. Très peu de guerres interétatiques durent aussi longtemps. Par exemple, nous avons déjà dépassé les 3 ans, 8 mois, 3 semaines et 5 jours de la guerre du Pacifique entre le Japon et les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les 3 ans, 10 mois, 2 semaines et 2 jours du front de l'Est entre l'Allemagne et l'Union soviétique. En fait, la plupart des guerres interétatiques durent bien moins de 2 ans. Et même cela exagère la réalité, car la grande majorité des conflits entre États se terminent avant qu'ils n'aient subi suffisamment de pertes pour que nous puissions qualifier l'action correspondante de guerre. Vivent les règlements négociés et les véritables opérations militaires spéciales. Mais voilà l'Ukraine et la Russie qui en sont à 4 ans de conflit, sans même compter les affrontements sporadiques qui se déroulaient dans l'est de l'Ukraine depuis 2014. Ainsi, une question naturelle se pose, pourquoi ? Vous avez certainement entendu une variété de réponses à cette question au cours des 4 dernières années, y compris de nombreuses rien que sur cette chaîne. Cependant, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est explorer une facette de cela que personne n'a vraiment explorée auparavant. Et je peux faire cette affirmation audacieuse avec confiance, parce que mon alter ego académique qui se respecte est censé être un expert dans ce genre de choses. Il est censé connaître la littérature sur le sujet suffisamment pour écrire un manuel dessus, et il a dû franchir l'obstacle amusant appelé l'évaluation par les pairs pour publier sur le sujet. Encore une fois, cet alter ego est un véritable professeur et un véritable théoricien des jeux. N'acceptez aucun substitut. Je sais que c'est un peu absurde de publier dans une revue académique juste pour pouvoir enregistrer une vidéo sur le sujet, mais je suppose que je suis simplement tellement dévoué à cette chaîne. Et pensez-y. Il a fallu 4 ans pour publier cet article, même s'il a été accepté par la première revue à laquelle nous l'avions soumis. Quoi qu'il en soit, le problème est ce que l'on pourrait appeler l'incertitude tardive. Nous sommes d'accord sur les dynamiques militaires actuelles, mais fondamentalement en désaccord sur l'avenir. Et de plus, les batailles menées aujourd'hui ne nous renseignent pas sur ce que l'avenir pourrait réserver. Et comme je l'ai dit, même si j'ai commencé à travailler sur ce projet il y a 4 ans, nous commençons à en voir les implications maintenant, en particulier avec le soutien occidental à l'Ukraine qui est incertain. De plus, cela soulève des questions sur ce qui se passe en Iran, en particulier en ce qui concerne les stocks d'armes des deux côtés. Alors approfondissons le problème et voyons ce que cela nous dit sur l'évolution de ces guerres à l'avenir. En fait, si tu veux parler d'approfondir le sujet, as-tu déjà vu quel genre d'informations privées sur toi circulent sur Internet et sont accessibles à tout le monde ? Ça me met souvent mal à l'aise. Et ce n'est pas le genre de situation où tu veux négocier un accord avec ton adversaire. Non, tu veux sortir les gros calibres. C'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Incogni. Les amateurs étudient les tactiques, mais les professionnels chez Incogni se concentrent sur la logistique pour perturber la chaîne d'approvisionnement des courtiers en données, réduire votre empreinte numérique et limiter les risques d'usurpation d'identité. Bonne nouvelle, Incogni propose désormais un forfait illimité permettant d'effectuer des demandes personnalisées de suppression sur tout site web de votre choix. Pour reprendre le contrôle de vos données personnelles, rendez-vous sur incogni.com/WilliamSpaniel et utilisez le code promo WilliamSpaniel pour obtenir 60% de réduction sur un abonnement annuel. Merci encore à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Revenons un instant à nos racines de Lines on Maps. Rappelez-vous que les guerres n'ont généralement pas lieu, car si vous pouvez déduire quel serait le résultat attendu d'un conflit et conceptualiser les coûts de la guerre en fonction de l'enjeu, il existe forcément un ensemble de solutions négociées. Ces solutions sont préférables pour les deux parties, plutôt que de se battre.
L'une des nombreuses raisons pour lesquelles la négociation peut échouer est qu'une partie détient des informations privées, lui faisant penser qu'elle s'en sortira mieux que ce que l'autre partie estime être le cas en cas de guerre. Par exemple, l'Ukraine avait, ironiquement, une meilleure idée des problèmes internes auxquels l'armée russe serait confrontée que le Kremlin lui-même. Ou peut-être qu'aujourd'hui, l'Iran doute que les réserves américaines puissent durer très longtemps, alors qu'en réalité, ces réserves ont de la profondeur. Auparavant, de nombreux experts de Lines on Maps ont étudié comment la guerre elle-même résout le problème. En combattant, vous découvrirez le véritable équilibre des forces entre les parties. Si le Kremlin, par exemple, remarque que ses chars ne sont pas capables de simplement rouler jusqu'à Kiev, il révisera ses attentes quant à la façon dont la guerre se terminera. Plus subtilement, le fait que l'autre camp ait rejeté l'offre initiale est également révélateur. La guerre est à la fois coûteuse et risquée. Le refus de l'adversaire indique qu'il était prêt à assumer ses coûts et ses risques. Un type de pays plus faible ne serait pas prêt à assumer ses coûts et ses risques. Les pays intelligents peuvent élaborer une série de propositions qui offrent progressivement plus de concessions à mesure que les batailles ont lieu et que l'adversaire survit jusqu'à ce moment-là. Les adversaires plus faibles peuvent être convaincus de ne pas essayer de bluffer leurs forces précisément parce qu'ils encourent des risques supplémentaires en le faisant. Ainsi, combattre signifie apprendre. Cette convergence des attentes, la révélation d'informations et la transmission crédible d'informations privées constituent une raison majeure pour laquelle la plupart des guerres se terminent assez rapidement. Reste une énigme, pourquoi la Russie et l'Ukraine poursuivent-elles le conflit ? Cependant, toutes les informations privées ne fonctionnent pas pareil. J'ai évoqué un problème lié à l'incertitude iranienne sur les stocks américains. La structure diffère de celle des informations privées sur la puissance de la force d'invasion russe. La question des stocks est en réalité plus proche de l'incertitude de la Russie concernant le soutien occidental à long terme à l'Ukraine. Concentrons-nous sur ce dernier point. Poutine imaginait un monde où les pays de l'OTAN pourraient la considérer la guerre en Ukraine comme une préoccupation urgente à court terme, mais que ce sentiment serait de courte durée. Laissez passer quelques années, et l'Occident finirait par se désintéresser du conflit. L'Ukraine, laissée seule sur une île géopolitique, finirait alors par s'effondrer sous le poids de l'armée russe. Cette hypothèse se distingue de la discussion précédente sur le combat et l'apprentissage, car l'apprentissage direct ne peut se faire que dans le futur. Si le Kremlin n'a aucun doute que l'OTAN soutiendra l'Ukraine, disons, pendant la première année de l'invasion, alors le fait d'observer l'OTAN soutenir l'Ukraine durant cette première année ne renseigne pas directement le Kremlin sur ce qui se passera à long terme. Les recherches antérieures supposaient que la source d'incertitude régissait aussi bien les batailles actuelles que futures. J'ai donc cherché à savoir ce qui se passerait dans le cas opposé, où il n'y a qu'une incertitude à un stade avancé. Les implications ne sont pas bonnes. Malheureusement, le même type de processus de convergence est impossible. Voici la logique de base. Imaginez que j'essaie d'offrir un montant plus faible à la table de négociation en ce moment, dans le but d'écarter un type plus faible. L'idée, c'est que si mon adversaire refuse, je serai convaincu qu'il est fort et j'augmenterai donc mon offre la prochaine fois que nous négocierons. Souvenez-vous, cela a marché car un type plus faible aurait subi de plus grandes conséquences en refusant la proposition. En tant que type plus faible, il est plus susceptible de perdre la bataille suivante et d'être dans une pire position lors du prochain tour de négociation. Il était donc possible de trouver une proposition rejetée par le type plus fort, mais acceptée par le type plus faible. Lorsque l'information privée n'a d'importance qu'aux dernières étapes, cela ne fonctionne pas. L'absence d'apprentissage direct implique que l'apprentissage indirect devient également impossible. Si le type le plus fort veut se battre maintenant pour obtenir une meilleure offre plus tard, alors le type le plus faible le veut aussi. Le résultat final est que si une guerre commence, alors les combats continueront au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'on atteigne un stade où il existe une différence significative entre les résultats sur le champ de bataille pour les types les plus forts et les plus faibles. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour ce qui se passe en Iran. Comme un désaccord sur la durée des opérations américaines est source de conflit, il est difficile d'obtenir cette information. Les États-Unis, bien approvisionnés, ne peuvent pas espérer que l'Iran cède après quelques semaines de combat.
Si l'Iran choisissait cette stratégie, des États-Unis moins bien approvisionnés pourraient être facilement bluffés en affichant leur force, ce qui risquerait d'allonger le conflit. Cependant, cela ne durera sûrement pas aussi longtemps que la guerre Russie-Ukraine. Heureusement, après 4 ans de guerre en Ukraine, nous en sommes au moins à un point où des informations significatives sur les perspectives à long terme de l'Ukraine peuvent être révélées. Mais cela pose une question intéressante: qui avait raison? Était-ce l'Occident collectif qui insistait sur la solidité de son engagement? Ou était-ce Poutine qui pensait que tout finirait par s'effondrer? Maintenant, il est facile de regarder la situation en surface et de conclure que le Kremlin avait raison. Cette façon de penser s'applique à la relation bilatérale turbulente entre les États-Unis et l'Ukraine. Les positions déroutantes que les États-Unis ont adoptées dans leur relation bilatérale avec certains alliés européens, la relation apparemment tiède des États-Unis avec l'OTAN dans l'ensemble, et les appels à l'aide de Trump restés sans réponse le long du détroit d'Ormuz. Eh bien, il reste à voir comment tout cela va se dérouler, surtout avec le nouveau rebondissement de la guerre contre l'Iran. Mais je pense qu'au moins une partie de ce que nous observons est moins le résultat de la guerre en Ukraine, et davantage le fruit de certaines difficultés de croissance générale dont les décideurs savaient qu'elles allaient survenir à un moment donné. Et c'est cette évolution inévitable qui a contribué à l'incertitude du Kremlin dès le départ. En d'autres termes, la causalité est étrangement inversée. La guerre n'a pas causé ces incidents. En réalité, c'est l'attente que ces incidents se produisent qui a provoqué la guerre à travers le mécanisme d'incertitude dont nous avons parlé plus tôt. Je n'ai aucun doute que ceux à Bruxelles trouvent le moment mal choisi. Il vaudrait mieux gérer les difficultés de croissance en interne, au Conseil de l'Atlantique Nord, plutôt qu'en public face à une opinion de plus en plus attentive à la politique de l'OTAN. Mais bon, c'est la vie. Le changement auquel je fais référence, bien sûr, c'est le transfert du fardeau de la sécurité européenne vers les pays européens, afin que les États-Unis puissent concentrer davantage leurs efforts sur la Chine, le principal concurrent du XXIe siècle. Cette inévitabilité, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, la ressentait déjà plus jeune, lors de ses visites dans la Silicon Valley naissante. Il sentait le poids du monde passer de l'Atlantique au Pacifique. Pourtant, ce n'est qu'en 2019 que l'OTAN a commencé à mentionner la Chine dans ses déclarations de sommet. Il faudra encore 2 ans avant que l'Alliance prenne une position politique plus ferme envers la Chine. L'OTAN traverse actuellement une période étrange. Il y a une raison pour laquelle, dans les années 90, les gens la considéraient comme un vestige de la guerre froide. Elle devait empêcher l'Union soviétique d'entrer en Europe. Plus d'Union soviétique, plus de besoin fondamental de l'Alliance. Finalement, l'OTAN a retrouvé sa place en tant que défenseur des valeurs libérales occidentales. Mais c'est une position délicate à occuper. C'est une alliance régionale avec un objectif mondial. Pourtant, non seulement l'Atlantique Nord est inscrit dans son nom, mais le traité lui-même limite l'adhésion à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Il limite aussi la protection de l'article 5 à la zone de l'Atlantique Nord. D'ailleurs, Hawaï n'est même pas couvert par l'article 5. Si une nouvelle attaque de Pearl Harbor survenait demain, au mieux il y aurait quelques consultations du Conseil selon l'article 4. En fait, je soupçonne que si tout devait recommencer aujourd'hui, le président américain moyen chercherait à établir une alliance mondialisée, incluant des pays partageant les mêmes idéaux comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Oubliez l'OTAN. Ce qu'il nous faut, c'est l'organisation du traité du Pacifique, des territoires océaniens et de l'Atlantique. Nous appellerons notre nouvelle alliance Patate. Pas besoin de secrétaire général. Le nouveau titre de Mark Rutte peut être Monsieur Patate. D'accord, peut-être pas. Au lieu d'un monde patate, le secrétaire général de l'OTAN a dû de plus en plus se coordonner avec les partenaires indo-pacifiques. Cela consiste en partie à se rendre dans ces pays pour discuter de questions militaires. Cela consiste aussi à accueillir des délégations de ces pays qui s'installent dans l'ancien siège de l'OTAN, juste en face du nouveau bâtiment. Tout cela est dû au fait que la plus grande menace pour l'OTAN au XXIe siècle est une attaque coordonnée. La Chine frappe les partenaires de l'Indo-Pacifique, tandis qu'une opération simultanée est menée par la Russie le long du flanc est de l'OTAN. Les États-Unis, ayant des intérêts dans les 2 régions, sont incapables de gérer une guerre sur 2 fronts et doivent commencer à faire des choix difficiles. Vous voyez déjà des signes du problème alors que le Pentagone tente de gérer sa charge de travail en Iran. L'Iran, c'est rien à côté de la Chine ou de la Russie.
Compte tenu de la situation et des réalités géopolitiques, la période de transition où l'Europe prend la responsabilité principale des affaires de sécurité du continent était vouée à être difficile. On pouvait le voir alors que chaque administration essayait de convaincre l'Europe de dépenser plus, avec au mieux un succès minimal. Puis, une fois qu'une administration a décidé d'aller jusqu'au bout de la transition, il était inévitable que certains alliés rejettent encore cette décision. Et cela a conduit à une bonne partie des différends internes de l'OTAN, à un moment où le public prête réellement attention à la politique à Bruxelles. Ce que le public voit donc, c'est une alliance dysfonctionnelle, où certains pays européens présentent les États-Unis comme un partenaire peu fiable, tandis que les États-Unis veulent convaincre l'Europe qu'il reste fiable, mais fiable pour offrir moins d'assistance qu'auparavant. Malheureusement, le public ignore le contexte historique global de l'alliance. Ce type de dispute n'est pas nouveau. En fait, seule l'attention extérieure qui lui est portée est nouvelle. Il est facile de se laisser séduire par l'idée que l'OTAN est une sorte d'alliance idéalisée, où les pays partenaires travaillent tous ensemble en harmonie pour une cause supérieure. La réalité, c'est que même s'il y a un consensus sur les objectifs de l'alliance, des désaccords subsistent quant à la manière de répartir la charge pour atteindre ces objectifs. Si vous trouvez la situation mauvaise aujourd'hui, souvenez-vous que la France a quitté la structure de commandement intégrée de l'OTAN pendant des décennies, doutant de la sincérité de l'engagement de Washington à défendre l'Europe. C'est la seule raison pour laquelle le siège de l'OTAN est aujourd'hui en Belgique, après avoir été en France. Ou peut-être vous rappelez-vous ma référence aux guerres de la morue entre le Royaume-Uni et l'Islande lors de notre discussion sur la relation de sécurité unique de cette dernière. Ce qui distingue l'OTAN des autres alliances, c'est qu'elle est relativement douée pour résoudre ces problèmes afin d'atteindre un consensus. La photo de famille prise à chaque sommet a une signification plus profonde. Les familles peuvent se disputer, mais en fin de compte, elles restent des familles. Je sais que cela semble paradoxal, mais l'autre option à cette querelle publique serait la dissolution de l'alliance, comme presque toutes celles ayant traversé une période difficile. Il est normal d'avoir des conflits tant que vous avez 32 ambassadeurs prêts à les régler. C'est pour cela que ce bâtiment existe. Pour le Kremlin, l'essentiel était que l'Europe a comblé le manque de financement américain pour la guerre et peu d'indices suggèrent que ce soutien cessera bientôt. Est-ce que cela répond à la question du Kremlin sur l'engagement à long terme de l'OTAN envers l'Ukraine? Je ne sais pas. Il faudrait demander à ceux qui travaillent dans le château. Mais si plus de 4 ans de soutien ne constituent pas un horizon à long terme, je ne sais pas ce qui le constituerait. Merci à Incogni pour le sponsoring de cette vidéo. Rendez-vous sur incogni.com/WilliamSpaniel pour profiter d'une excellente offre afin de vous protéger. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.